Alexandre le Grand. Rien que ce nom, ça évoque des images de conquête, de génie, d'un empire immense qui s'étendait à perte de vue. Mais comment, vraiment, un seul homme a-t-il pu accomplir tout ça? Aujourd'hui, on va regarder au-delà du mythe pour découvrir les systèmes qui ont rendu cet exploit possible. Pour bien se rendre compte de ce que ça représente, il faut regarder la carte. Son empire s'étendait sur plus de 5000 km. C'est la distance, grosso modo, de la Grèce au Pakistan actuel. Imaginez un peu conquérir tout ça et le gouverner avec la technologie du 4e siècle avant notre ère. C'est juste hallucinant. Et ça nous amène à la grande question. Est-ce que c'était simplement le charisme ou le génie d'un seul homme, ou est-ce qu'il y avait autre chose derrière, tout un ensemble de systèmes et de stratégies qui étaient les vrais moteurs de son succès? C'est ce puzzle qu'on va essayer de reconstituer ensemble. Ok, donc oublions un peu la légende. Grattez le vernis du mythe pour trouver le stratège en dessous. Parce que oui, l'homme était exceptionnel, mais les outils qu'il avait entre les mains, eh bien, il l'étaient tout autant. C'est l'image d'Épinal, hein? Le jeune roi, conquérant, invaincu, presque un dieu sur terre. Et c'est vrai, il n'a jamais perdu une bataille. Mais cette vision du surhomme, elle a tendance à cacher l'essentiel. La machine de guerre et de logistique absolument incroyable qu'il avait à sa disposition. Parce qu'il faut être clair, Alexandre n'est pas parti de zéro, loin de là. Son plus grand atout, son arme la plus puissante, elle a été forgée non pas par lui, mais par son père, Philippe II de Macédoine. Philippe a passé des années à transformer l'armée macédonienne pour en faire, la meilleure force de combat de son époque, tout simplement. Alors, au cœur de cette machine de guerre, on trouve la phalange, et ça, c'était l'enclume de leur stratégie. Imaginez un mur de soldats, un mur de piques, une force inébranlable conçue pour une seule chose, bloquer l'ennemi, l'empêcher d'avancer et tenir bon, peu importe la pression. Et bien sûr, s'il y a une enclume, il faut un marteau. Et ce marteau, c'était la cavalerie des compagnons, une force de frappe d'élite, ultra rapide, dévastatrice. C'était eux qui portaient le coup de grâce. C'est la fameuse tactique de l'enclume et du marteau. En gros, l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre interarmes. Bon, avoir la meilleure armée du monde, c'est bien. Mais une armée, ça ne se bat pas le ventre vide. On va donc quitter un instant le champ de bataille pour s'intéresser à un aspect beaucoup moins glamour, mais tout aussi crucial pour le succès d'Alexandre, la logistique. Napoléon l'a dit bien des siècles plus tard, mais le principe, lui, il est éternel. La capacité à nourrir et à équiper des dizaines de milliers d'hommes sur des milliers de kilomètres, c'était peut-être ça le plus grand défi d'Alexandre. Et sa maîtrise de la logistique, c'était une véritable arme secrète. Et là, la différence avec les autres armées de l'époque, elle est juste énorme. Alexandre, il a fait un truc radical. Il a obligé ses soldats à porter leur propre barda. Et il a réduit le train de bagages au strict minimum. Le résultat, une armée qui pouvait bouger à une vitesse folle, jamais vue auparavant. Et cette mobilité, ce n'était pas un bonus, c'était une arme à part entière. Et ça ne s'arrêtait pas à voyager léger, non. C'était de la planification systématique, à grande échelle. Hérat en Afghanistan, ce n'est qu'un exemple. Alexandre, soit il négociait à l'avance le ravitaillement, soit il créait carrément ses énormes bases logistiques. C'est comme ça qu'on fait avancer une armée aussi loin de ses bases. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, l'armée, la logistique, la stratégie, on va voir comment tout ça s'assemble. Et pour ça, rien de mieux que son chef-d'œuvre absolu, la bataille de Gaugamela. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Alexandre est en infériorité numérique, à au moins 2 contre 1. Et pire encore, il se bat sur un terrain plat, choisi par son adversaire Darius, exprès pour annuler les avantages macédoniens. Sur le papier, c'était mission impossible. Mais voilà, face à cette situation, Alexandre ne fonce pas tête baissée. Il met en place un plan tactique d'une intelligence folle. En avançant en diagonale, il force la ligne perse, beaucoup plus longue, à s'étirer. En même temps, il replie ses propres flancs et garde des troupes en réserve pour ne pas se faire encercler. C'est un plan qui a l'air défensif, mais qui est conçu pour créer une ouverture offensive. Et voilà le coup de génie. Cette manœuvre a forcé les Perses à étirer leur centre jusqu'à ce qu'ils se fragilisent. Et au moment précis où une brèche s'est ouverte près de Darius, bam, Alexandre pivote, il lance son marteau, la cavalerie des compagnons pile dans cette brèche. Le centre perse s'effondre, Darius prend la fuite et la bataille est pliée. Magistral. C'est une histoire incroyable, d'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on étudie encore ça aujourd'hui dans toutes les académies militaires du monde? Tout simplement parce que les principes derrière les actions d'Alexandre, eux, ils n'ont pas pris une ride. Regardez un peu ces parallèles. C'est frappant. Quand il se fait proclamer fils de Dieu en Égypte, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une opération de com, de la guerre psychologique. Quand il adopte les coutumes perses, il essaie de gagner la paix, d'intégrer les élites locales. Sa tactique, marteau et enclume. C'est la base de la guerre interarmes moderne, et même ses erreurs nous enseignent une leçon vitale sur les dangers de la surextension stratégique. Et tout ça, ça nous ramène à notre question de départ. Le génie personnel d'Alexandre, bien sûr, il est indéniable. Mais sa grandeur, finalement, ne résidait peut-être pas seulement dans son courage, mais dans sa maîtrise absolue d'un système. Un système qu'il a su hériter, perfectionner et pousser à son maximum. Il n'était pas seulement le soldat avec l'épée, il était le grand architecte de la machine de guerre.